Salut les sociologues en tombe. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser un outil que j'aime beaucoup pour faire de la meilleure sociologie appliquée, que ce soit dans sa vie ou dans sa pratique professionnelle. Et cet outil, c'est le théorème de Thomas, ou de Thomas si on le dit à l'américaine, puisqu'après tout, c'est un sociologue américain qui l'a inventé. Il tient en une phrase et la voici. Si les humains définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. Je vais le répéter plus lentement parce qu'on est en mode sociologie de vacances quand même. Si les humains définissent des situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences. C'est ce qui justifie à mon sens l'intérêt de la sociologie. S'il n'y avait pas eu ce concept, je vous dirais on range les tongs mes frérots. On fait plus que de la psychologie ou des sciences cognitives. Déclaration choc. Ouais, j'y vais fort dans ces vidéos parce qu'on n'est pas en train de faire de la socio chichi beignet, on veut être efficace et opérationnel. Alors pourquoi est-il si important ce fameux théorème de Thomas? Parce qu'à l'époque, certains disaient que le comportement était seulement une réaction à un stimulus. Et en plus, ces personnes-là, elles dominaient complètement le game. Ils s'appelaient les behavioristes. Ouais, c'est dur à dire, ça vient de l'anglais behavior, qui veut dire comportement. Donc, dans leur logique, disais-je, un comportement est égal à une réaction à une stimulation. Cette réaction peut être un réflexe ou un conditionnement passé. Voilà, je ne sais pas si vous avez en tête le conditionnement de Pavlov avec les chiens, mais c'est ce type de conditionnement. Cette équation est simpliste, parce qu'il n'y a rien d'autre. Le comportement se résume à l'action-réaction. Cela peut à la rigueur fonctionner pour des comportements qui sont des réponses à des besoins physiologiques, notamment. Par exemple, chercher de l'eau pour la boire va résulter d'une stimulation interne, j'ai soif, et d'une réaction programmée dans le passé, je sais qu'on en trouve dans un robinet. Mais si vous vous trouvez pour la première fois dans un désert, en ayant soif, et que vous n'avez pas d'eau sur vous, la petite équation behavioriste prend l'eau, parce que vous ne savez pas comment vous pouvez obtenir le précieux liquide, vous qui n'en avez jamais obtenu autrement dans le passé que dans des robinets ou dans des bouteilles. C'est alors que vous vous rappelez de ce que vous avez vu à l'école ou dans une BD d'Astérix, vous ne savez même plus, ou c'est peut-être votre cousine qui vous en a parlé. De toute façon, c'est ça l'information la plus fiable dont vous disposez actuellement dans ce désert sans internet. Bref, vous vous rappelez qu'il y a de l'eau dans les cactus. Vous allez donc vous représenter la situation et en fonction de cela, vous allez orienter toute votre action. Désormais, vous êtes à la recherche de cactus dans le désert, peu importe que ce soit vrai ou non, qu'il y ait de l'eau dans les cactus dans ce désert. Et si ça se trouve, cette espèce de cactus dans ce désert-là, n'en a quasiment pas. Mais à partir du moment où vous prenez pour vrai cette information, cela a pour conséquence de modifier tout votre comportement. Heureusement pour la sociologie, il y a des comportements complexes qui ne peuvent se résumer à l'équation hyper simpliste des behavioristes. Parce que si c'était le cas, la psycho-behavioriste suffirait à elle seule à expliquer tous les comportements. Mais pour le père Thomas, il y a un intermédiaire entre le comportement et le stimulus, un intermédiaire entre le comportement et le monde, et cet intermédiaire, c'est la manière dont on se forge une représentation et une vision sur le monde. L'individu ne voit pas le monde tel qu'il est, il se construit une image et une théorie sur ce monde. Et cette construction conceptuelle est un mélange entre l'expérience de l'individu et l'influence de son environnement social. Cette manière de voir le monde va ensuite influer sur son comportement. Je vais vous redonner le théorème de Thomas et vous allez maintenant vous dire « j'ai tout compris ». Si les humains définissent les situations comme réelles, alors elles sont réelles dans leurs conséquences, c'est-à-dire qu'elles sont réelles dans leurs actions. Ça veut dire que le monde réel, ce sont les actions réelles, mais ce qui a fait que ces actions réelles sont advenues, c'est parce que les personnes ont fait un détour par une construction fictive qui leur a permis de se figurer le monde tel qu'elles imaginent qu'il est. Si je reprends notre équation avec ce théorème, ça donne le comportement est égal à la vision du monde construite par l'individu en interaction avec la société, plus le stimulus, plus la réaction individuelle dans un cadre collectif. Voilà, passons maintenant à un petit bout d'histoire. Cela n'a aucune importance pour l'usage de ce concept-outil. Je vous conseille toujours de soigner aussi votre culture sociologique pour comprendre comment ont été créés ces précieux concept-outils. Si vous comprenez comment marche leur création, vous les insérerez plus facilement dans votre boîte à outils. En l'occurrence, sachez que ce n'est pas William Isaac Thomas qui a décidé de formuler exactement les choses comme ça et d'en faire un théorème.
Ce n'est pas lui qui a fait ce super emballage, mais quelqu'un qui était bien meilleur que lui dans le marketing des concepts, normal avec son nom de roi, j'ai nommé Robert King Merton. On lui doit des outils très précieux comme les prophéties autoréalisatrices ou la sérendipité. Bref, ce gars-là, il pèse. Bon, savoir cela a un intérêt très mince en comparaison avec le fait de savoir l'utiliser concrètement. Donc on va maintenant passer à la meilleure partie en voyant d'abord le potentiel d'usage concret de ce concept outil et de comment l'utiliser, pour ensuite lui mettre une note sur son intérêt applicatif. Mais avant ça, vous vous demandez peut-être qui je suis, et je vais faire une petite parenthèse. Je suis votre humble serviteur pour faire de la sociologie de vacances, c'est une autre façon pour dire de faire de la sociologie à la cool. Faire des vidéos, c'est un petit bout de ma vie seulement. Le reste de mon temps professionnel, j'utilise la sociologie de façon appliquée pour contribuer à résoudre des problèmes complexes. Je vais notamment accompagner l'État, les ministères, les régions, les départements et d'autres collectivités pour trouver des solutions à des problèmes concrets en utilisant la sociologie. Et je me suis très tôt passionné pour la résolution de problèmes et j'en parle dans une première chaîne, dans une première série de vidéos qui s'appelle Faire Société. Et je me suis aussi passionné pour tout ce que la sociologie a produit et qui peut être directement utilisable. Et j'ai eu envie de partager avec vous ce que j'ai appris en plus de 10 ans d'utilisation de ces outils, parce que je suis sûr que bon nombre d'entre vous ont les mêmes besoins que moi, en tout cas les besoins que j'avais à l'époque. Vous trouvez que la sociologie a plein de choses à apporter, mais il vous manque une petite étape pour en faire quelque chose de plus opérationnel pour votre vie ou votre boulot. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est pour vous que je fais ça. Voyons maintenant comment utiliser ce concept outil. Pour moi, il résout un problème fondamental pour faire de la sociologie appliquée, la question de savoir si les personnes mentent ou pas. Spoiler, on peut toutes et tous mentir. Je sais qu'il y a des courants sociologiques qui se font des nœuds au cerveau là-dessus, mais quand on veut être opérationnel, on va à l'essentiel. Donc oui, tout le monde peut mentir, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ment. Voilà, c'est pas parce qu'on a la possibilité de le faire qu'on va le faire systématiquement. Mais ce que j'aime avec ce concept outil, c'est que le mensonge est relativement simple à traiter. Ce qui est pertinent, c'est que finalement, le mensonge fait partie de la représentation du monde que je veux donner à l'autre, et notamment à celui qui fait l'enquête. En gros, il y a deux constructions mentales du monde. Une, sur laquelle je m'appuie réellement pour agir. Et une deuxième, que j'utilise pour présenter aux autres personnes ce que j'ai envie qu'ils croient que je perçois du monde. Alors pourquoi ce décalage? Tout simplement parce que j'ai conscience d'agir dans un collectif, une société, qui peut avoir des attentes différentes des miennes. Et je vais faire preuve de stratégie. Donc vous voyez que l'équation se complexifie un petit peu encore, mais je vais vous donner un exemple pour que ce soit sûr d'être bien compris. Si je dis par exemple que je suis très sensible à l'écologie, mais que, visiblement, je ne fais pas le tri de mes déchets. En tant qu'enquêteur, je ne vais pas juger, je vais essayer simplement de comprendre. Je vais juste faire des hypothèses pour expliquer les raisons pour lesquelles le comportement n'est pas aligné avec la construction du monde que la personne présente. Soit la personne a menti, et elle n'est pas très sensible en réalité à l'écologie, elle aura donc créé un décalage entre sa construction réelle du monde, celle qu'elle utilise vraiment pour agir, et la construction du monde qu'elle présente aux autres. Dans ce cas, je vais essayer de déceler la construction mentale du monde qu'elle utilise réellement pour agir, celle qu'elle cache aux autres en fait. Et il y a évidemment des techniques particulières que je ne vais pas détailler ici pour rester concentré sur le théorème de Thomas. Si je trouve un décalage, c'est que c'était ça. Voilà, j'ai gagné, c'est terminé, j'ai compris comment ça marchait. Sinon, je dois faire d'autres hypothèses. Je dois comprendre ses motivations, comprendre ses priorités, voir si elle n'a pas des pensées limitantes par exemple, étudier les infrastructures, en l'occurrence les infrastructures de tri, etc., jusqu'à que je décèle la bonne hypothèse, qui peut être bien évidemment multifactorielle. Donc ça, c'est le premier avantage du théorème de Thomas. Analyser la place du mensonge et de l'incohérence entre le comportement et l'action. Et franchement, il est énorme parce que c'est hyper utile sur le terrain. Deuxième avantage, et pas des moindres, le théorème nous permet de comprendre que ce qui est décisif, c'est la façon dont la personne va fabriquer sa construction mentale du monde, parce qu'elle va ensuite influer sur son comportement. Donc la manière dont elle fabrique cette construction mentale du monde doit être un point de vigilance très important pour nous, puisque cela va avoir des conséquences sur tout le chaînage de l'action. Je vous donne un exemple très caricatural pour comprendre. Si je pense que les OGM sont dangereux pour la santé, je n'en donnerai absolument pas à mes enfants. Si je pense qu'il n'y a pas de danger pour les humains, alors j'en donnerai à mes enfants sans problème. Il y a une toute petite pensée qui peut modifier diamétralement le comportement. C'est dingue quand on y réfléchit. Du coup, sur le terrain, pour mieux comprendre et pour ensuite trouver des leviers pour concevoir des solutions, je vais être très vigilant
à la manière dont la personne a élaboré sa construction mentale du monde, ses manières de raisonner, mais aussi l'influence des proches, des médias, de groupes de lobbyistes éventuellement, etc. etc. C'est le moment de noter. Vous vous en doutez déjà, je suis très emballé par ce concept outil, mais je vais quand même me prêter à l'exercice que j'ai imaginé pour voir à quel score on finit. J'ai pensé à 5 critères que je vais ensuite noter de 0 à 20. Le premier critère, c'est le nom. Est-il sympa, facile à mémoriser? Eh ben oui, je trouve qu'il sonne bien, le théorème de Thomas. Et je le trouve assez simple à mémoriser, alors je lui mets un 15 sur 20. Le deuxième critère, c'est la clarté. Est-il bien formulé, bien synthétique? Franchement, oui, ça tient en une phrase, c'est clair, les mots sont tous compréhensibles. Voilà, c'est très bien, 18 sur 20. Le troisième critère, c'est la dimension épistémologique. Y a-t-il un découpage clair de ce dont il traite? Le domaine de vérité est-il bien défini? Ne recouvre-t-il pas trop de choses? Et globalement, c'est pas mal. Même s'il y a un spectre large, dans la mesure où il ne détaille pas les mécanismes de construction mentale du monde et les autres facteurs comportementaux, et franchement, épistémologiquement, il est propre. Je lui mets 17 sur 20. Le quatrième facteur, c'est son usage sur le terrain et son efficacité dans des analyses opérationnelles. Je vous ai montré ses avantages, honnêtement, c'est de la bombe, surtout quand on l'a pimpé en dissociant construction mentale du monde personnel et construction mentale du monde présenté aux autres. Je lui mets donc un 20 sur 20 parce que si je ne le fais pas pour ce concept-là, je ne mettrai peut-être jamais cette note. Le dernier facteur est subjectif, c'est mon niveau de kiff pour le concept, et je l'aime beaucoup, donc c'est du 18 sur 20. Voilà, total, ça fait 88 sur 100, c'est du très lourd, il me semble indispensable que tous les sociologues vacanciers du monde entier le mettent dans leur petit sac à dos pour faire une meilleure sociologie appliquée dans leur vie ou dans leur boulot. Merci pour votre écoute et à bientôt.